Je pense que si la magie existe, elle se manifeste sûrement dans ces lieux. C'est en parcourant ces terres féeriques que je me suis malgré moi perdu entre réalité et fiction, durant ce voyage d'Édimbourg aux Hébrides. Parti observateur, j'en suis revenu rêveur. J'ai découvert une nouvelle vision, capturant sur mes pellicules des images au-delà de la réalité, en espérant peut-être ramener avec moi un peu de cette magie. Bienvenue dans Pellicule, où l'on explore le monde via le prisme de la photographie. Édimbourg. Passage obligé pour découvrir l'Écosse. Je pensais qu'une ville serait plus facile à aborder. Mais à peine arrivé que nous ressentons déjà un étrange sentiment, comme si la ville la plus hantée du monde avait déjà marqué son empreinte sur nous. Alors avec toutes les histoires de fantômes que j'ai appris un peu sur Édimbourg, c'est vrai que la ville dégage quelque chose d'assez étonnant. On a constamment cette bruine en fait qui diffuse toutes les lumières. Donc on a des petites rues avec des points de lumière comme ça. C'est une ville qui est très très ancienne en fait et qui le reste en fait actuellement. Et donc quand on se balade, on a vraiment l'impression qu'on est de retour dans les années 1500-1600 avec toutes les histoires de fantômes qu'on a pu entendre. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et je vais essayer de le capter un peu avec mon appareil photo, j'espère, comme je peux. La ville millénaire m'intrigue. Elle est complexe, intriquée, remplie d'histoires qui semblent presque ancrées dans ses murs. La ville a un passé sordide. Au XVIIe siècle, des chasses aux sorcières étaient souvent conduites par les autorités. On entendrait presque leurs voix innocentes dans les rues sombres de la ville. J'ai l'impression qu'il me faut capter au-delà de ce que je vois. Peut-être les silhouettes fantomatiques des passants, mais pour l'instant sans grand succès, malheureusement. Pour mieux comprendre la ville, il faut plonger sous celle-ci. Juste en dessous du pavé, dans le South Bridge, 19 arches soutiennent la chaussée qui s'étend entre deux collines volcaniques. Les immeubles construits autour des arches créent alors un espace sombre et rempli de mystères. Vol, trafic, meurtre, mais aussi sorcellerie y étaient pratiqués, cachés de tous. Éclairé seulement de simples bougies, je tente quand même de capturer l'atmosphère pesante d'une de ces arches, où l'on m'a prévenu qu'il ne fallait surtout jamais en sortir le dernier. Voici le cimetière le plus hanté d'Écosse. Graffaire Kirkyard est un lueur du temps, resté presque intact depuis le XVIe siècle. On dit que ce lieu est hanté par le fantôme le plus violent d'Écosse. George Mackenzie a été persécuteur durant sa vie. Il est apparemment resté ensuite, puisqu'il terrorise ce cimetière depuis que son repos a été troublé. Malgré l'avoir cherché, je n'ai malheureusement ou heureusement pas croisé son chemin. Il me reste alors seulement quelques silhouettes de passants, entourées d'arbres fantomatiques. De retour sur le Royal Mile, nous découvrons un haut lieu de l'histoire écossaise. La cathédrale Saint-Gilles est le théâtre des plus grands événements de l'histoire du pays, comme principalement John Knox au XVIe siècle, acteur principal de la réforme religieuse écossaise. Lorsque le soleil revient enfin éclairer les rues d'Édimbourg, nous retrouvons peu à peu l'aspiration en tournant autour de la cathédrale. Les rues regorgent de nouveaux détails que je m'empresse de capturer, constamment interpellé par ce qu'il se passe autour de moi. Juste derrière la cathédrale, une petite place isolée attire mon œil. Entre la statue de Charles II et la tombe de John Knox, il y a une ambiance particulière. La pierre m'intrigue, elle fait disparaître les couleurs au profit d'un jeu de lumière douce qui éclaire les quelques passants traversant la place. La pluie s'étant calmée pour l'instant, nous décidons alors de nous diriger vers la côte.
À l'IF, le bord de mer dramatique, mouvementé, nous motive à aller voir plus loin. J'adore vraiment l'eau parce que ça donne des endroits comme ça. Donc là on est au bord de la mer du Nord, juste à côté d'Édimbourg. Et c'est un endroit qui dégage pas mal de puissance. La lumière, comme d'habitude, la lumière à Édimbourg en Écosse, elle est très particulière, elle est diffuse, elle change dans tous les sens. On a l'eau qui a une certaine texture, on a le son des vagues qui se dégage. Derrière moi il y a des pêcheurs, on est sur une digue qui fait 1 km. C'est un endroit qui dégage une certaine puissance, et en même temps un calme, et en même temps une certaine énergie. J'adore cet endroit, c'est vraiment trop cool. La côte diffère énormément du reste de la ville et me permet d'y découvrir un nouveau point de vue, plus simple, plus lisible. À Portobello, j'expérimente, inspiré par une atmosphère bien différente. Le quartier est une longue promenade en bord de mer, qui semble comme avoir été figée dans le passé. C'est en 1600 qu'un militaire de retour du Panama fonde ce qui deviendra un repère de bandits. La ville évolue ensuite vers une station de balnéothérapie, puis une longue promenade côtière bordée par des restaurants et des bars. Toujours prisé par les Écossais, le quartier n'a pas perdu son charme d'antan, comme une bulle hors du temps. La promenade offre des scènes reposantes. Seuls quelques éléments simples, des couleurs pastel et un peu d'abstraction pour garder cet espace intemporel. De retour dans le centre, nous redécouvrons une ville bien différente. Les bâtiments arborent maintenant une pierre presque dorée au gré du soleil écossais. Mais Édimbourg va au-delà de ces bâtiments. Le sol sur lequel elle est construite est aussi chargé d'histoire. La ville est édifiée sur un site volcanique, dont les cheminées magmatiques forment les 7 collines de la ville. Les 2 ponts passent d'une colline à l'autre, formant plusieurs niveaux dans les rues qui s'entremêlent, offrant divers espaces qu'il suffit d'explorer en changeant d'étage. Mais l'exemple le plus frappant du passé volcanique reste Arthur Seat. Visible depuis presque tous les endroits de la ville, l'immense montagne qui surplombe Édimbourg serait le lieu où se trouve Camelot, le légendaire château de la légende arthurienne. La ville est toujours proche, mais le lieu semble nous transporter dans les Highlands. C'est baigné d'une douce lueur orangée que nous découvrons Édimbourg sous un nouveau visage. Cette ville pleine de mystères nous aura bien marqué de ses histoires et légendes fantastiques, tout comme de ses lieux intemporels. Mais voilà que nos regards se portent alors au loin, dans les montagnes, en direction d'un nouveau mystère à découvrir, les Highlands. C'est après quelques heures de voiture, traversant les campagnes presque vides, que nous nous arrêtons au bord d'un lac calme. Le Loch Lomond est la porte d'entrée des Highlands. Il traverse la faille géologique qui sépare les basses terres des hautes terres, comme un lien entre ces 2 mondes bien différents. Sur les quelques trentaines d'îles du Loch, certaines sont étrangement d'origine humaine. Les Crannogs sont des îlots artificiels, construits durant la préhistoire. Ils se fondent maintenant parfaitement dans le paysage. Mais là où nous allons, c'est bien la nature seule qui façonne les paysages, et le spectacle s'annonce grandiose. Après la faille géologique, le paysage se transforme, passant de larges plaines à des hautes montagnes bossues. Les vides étendues vertes poussent à l'imagination, mais impressionnent tout autant, je me sens minuscule. La forme des montagnes témoigne de la géologie complexe de la région. Les pentes et sommets ont été raclés par un immense inland sea, une épaisse couche de glace de parfois quelques kilomètres d'épaisseur. Les textures sont étonnantes de détails, de couleurs et de profondeur. Mon œil reste accroché comme hypnotisé. En effet, le climat difficile limite le développement de la végétation, ne laissant qu'une couche d'un vert profond,
illuminée de milliers de petits ruisseaux scintillants. Ce n'est pas que la géologie qui distingue les Highlands, mais aussi la culture. La région la moins densément peuplée d'Europe a pourtant gardé une forte identité grâce à de nombreux locuteurs gaéliques écossais. Ces terres regorgent de vie et de traditions qui nous transportent tout autant que ces paysages. Toujours attiré par cette lumière si envoûtante, je déclenche une dernière fois avant de rentrer pour la nuit. J'ai hâte d'aller dormir, car demain nous mettrons enfin les pieds sur l'étonnante île de Skye. Dès notre arrivée sur Skye, quelque chose résonne en nous. La magie opère instantanément, juste après avoir traversé le petit pont qui relie l'île au continent. Après avoir bifurqué à Broadford, c'est le long d'une petite route traversant les tourbières verdoyantes que je me surprends déjà à scruter le paysage, croyant peut-être y observer des kelpies, des fiends ou encore des fées. Le long et tortueux chemin vers notre maison semble interminable, mais à peine arrivé que je souhaite déjà aller voir la côte, curieux et impatient de m'imprégner de cette atmosphère si particulière. C'est magique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oula, il y a une poule qui me veut du mal. Oh là là, incroyable. C'est magique comme endroit. C'est... Ah, je sais pas, ça dégage un truc, c'est tellement puissant. Bon là déjà ça dégage surtout mes cheveux parce qu'il y a beaucoup de vent, 40 km/h de vent, demain ça va se calmer. Mais là je trouve ça incroyable. Avec l'atmosphère, l'odeur, l'endroit, le lieu, la température, l'atmosphère, c'est étonnant, j'adore, c'est génial. Le Lochessert est un lieu étrange. Seulement une dizaine de maisons le bordent dans le petit village de Hist, qui d'après la carte est l'un des plus isolés de l'île. Impatients de découvrir l'île, nous ignorons le fort vent et nous nous mettons en route le long de la côte est. Mais déjà au bout de quelques kilomètres, il me faut m'arrêter pour capturer ce que je vois. Si presque tout autour de moi attire mon œil, je ne saisis pas encore très bien cette atmosphère. Entre le froid, la pluie et le vent, il y a peut-être quelque chose de plus profond qui m'est encore invisible. Le ciel s'étant dégagé, l'horizon bleu dévoile enfin son immensité le long de la côte. L'eau est particulière. On dit que c'est l'œuvre des hommes bleus, des anges déchus qui auraient élu résidence dans un château sous-marin. Leur visage formé d'écume est parfois visible à la surface de l'eau. En bas des falaises, j'aperçois une intrigante structure qui brise la surface hypnotisante de l'eau. On dirait presque un promontoire, peut-être un point d'accostage des hommes bleus venant des mystérieux fonds sous-marins. Il ne m'en faut pas plus pour composer une image presque abstraite qui laisse libre cours à l'imagination quant à l'origine de cette étonnante structure. Si les fameux moutons de Skye n'ont pas peur de brouter l'herbe verdoyante depuis le bord du gouffre, la côte n'est pas sans danger. Une histoire raconte que les waterbulls, sorte de taureaux amphibiens, remontent parfois sur la côte. Il arrive parfois qu'ils se reproduisent avec les bovins terrestres. Les veaux sont alors reconnaissables à leurs oreilles et causeraient une terrible malédiction sur le troupeau. La côte nous réserve d'autres surprises lorsqu'elle se transforme en d'immenses colonnes de basalte. Ici, le Loch Milt déborde directement depuis la falaise, formant l'une des cascades les plus impressionnantes de Skye. Le ciel s'est de nouveau couvert au-dessus de Skye, mais le spectacle ne perd pas de sa magie sur la plage de corail.
Si le vert profond de l'herbe est toujours présent, une nouvelle couleur apparaît. Le sable blanc n'est en fait pas du corail, mais des résidus de coquilles d'algues broyés par les vagues et blanchis par le soleil. Celui-ci semble briller dans le paysage, comme s'il réémanait le soleil qui l'avait créé. Cette côte m'interpelle. Les différentes textures presque déroutantes se mélangent entre la côte, le ciel et l'eau du lac dune végane qui semble d'une profondeur infinie. C'est au-dessus de l'eau que je découvre des paysages sous-marins abstraits, presque irréels. S'il y avait bien une explication à ces étonnantes structures, je préfère laisser leurs origines aux créatures fantastiques qui peuplent ces fonds sous-marins. Mais au-delà des paysages qui m'entourent, c'est surtout leur évolution au cours du temps qui m'étonne. Alors Sky s'est formé il y a des millions d'années. Principalement, en fait, c'était un endroit où il y avait beaucoup de glaciers. En fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lochs. Donc il y a des entrées, des bras de mer qui rentrent dans l'île. Mais en fait, à côté de ça, ce côté un peu immuable des rochers, des falaises qu'on voit autour, l'île change assez rapidement. Déjà au niveau du temps, les vents sont très rapides. L'ambiance, la lumière, l'atmosphère change hyper rapidement avec les nuages, avec le vent. Hier, il y avait énormément de vent. Aujourd'hui, c'est plus calme, mais la lumière évolue constamment. Elle change. Et en fait, finalement, ça contraste pas mal avec le côté un peu immuable des pierres et des montagnes qu'on voit au loin qui sont pas très hautes, mais qui sont quand même assez impressionnantes. En anglais, on dit le awe, donc AWE. C'est un peu cette impression, cet étonnement qu'on a face à la nature et à la puissance de la nature. Et là, vraiment, je le ressens ici à Skye. Loch après loch, le long de la côte, nous comprenons de plus en plus cette interaction si particulière entre la terre et la mer. Ce lien presque magique qui atteint son paroxysme dans un lieu que nous rêvions de voir depuis longtemps, The Old Man of Storr. Les légendes attribuent cette étonnante structure à la main d'un géant qui aurait été enseveli après sa mort, ou encore deux amoureux transformés en pierre par les fées. L'endroit dégage en effet un aspect mystique. Formé par des remontées de magma dans la roche, puis découvert par des millions d'années d'érosion, l'origine scientifique de cette étonnante structure n'en est pas moins étonnante. Au pied du vieil homme, le Loch Fada brille d'une lumière envoûtante. Mais il aurait été la maison d'une dangereuse créature, un cheval aquatique. Beaucoup plus violent que son homologue taureau, celui du Loch Fada terrorisait la région lorsqu'il sortait le soir. Il aurait été combattu par un brave Highlander armé d'un couteau en fer pur, seule arme capable de détruire la bête. Tout est calme et pourtant le mouvement est partout, subtil et étonnant, offrant des fresques mouvantes comme si le paysage prenait vie. C'est de l'autre côté de l'île que nous découvrons un autre exemple de cette étonnante symbiose. Le Loch Harport s'étend sur 9 km. Il est longé d'une imposante montagne, tel un mur, formé par les glaciers qui recouvraient le loch à l'époque. C'est lors du flux et du reflux que l'eau transite lentement entre le loch et la mer. Le fond du loch se transforme alors en un lieu où le ciel, la terre et la mer ne forment plus qu'un. Ces paysages semblent vivants, organiques, comme une entité personnifiée. Il en revient alors presque simplement à les prendre en portrait. Si l'eau est le principal pinceau des paysages de Skye, l'île nous réserve de nouvelles surprises sur son histoire à l'étonnante plage de Coran.
Alors Skye, c'est une île vraiment chargée d'histoire. Là, on est dans un endroit assez étonnant. C'est une plage. Alors, il y a très peu de plages de sable à Skye. Là, c'est plutôt une plage de cailloux. Mais on a des traces de dinosaures. Donc, on en a vu là-bas. Faut les trouver quand même. On ne sait pas vraiment si c'est des traces de dinosaures ou autre chose. Mais il y en a apparemment. Donc, c'est des roches qui sont très très anciennes. D'ailleurs, c'est sur Skye qu'on a découvert les roches les plus anciennes du monde à peu près. Donc c'est assez étonnant. Moi aujourd'hui, au niveau de la photo, je vais quand même plus me concentrer sur quelque chose de plus abstrait. J'aimerais bien sortir un peu du concret, du paysage comme il est, et d'aller vers quelque chose de plus abstrait, avec les jeux de lumière, avec les textures qu'on a au niveau de l'eau, au niveau de la roche aussi. Ça montrera bien en fait l'endroit. C'est vraiment un endroit qui est hyper enrichissant en fait au niveau, et on en prend plein la vue tout le temps, quoi. Est-ce que je prendrais pas des photos de cailloux? En vrai, je sais pas, mais il faut que je tente des nouvelles choses, donc on va essayer, on va voir. C'est en effet sur Skye que l'on a retrouvé des roches de plus de 2,8 milliards d'années. L'histoire de la région est un ensemble complexe de différents événements géologiques majeurs. Si l'île faisait d'abord partie d'une immense chaîne de montagnes des milliards d'années auparavant, les montagnes visibles actuellement proviennent d'une force bien différente. D'origine volcanique, les montagnes de Cuine sont divisées en deux massifs, le rouge et le noir. Dans le raid Cuine, les formes volcaniques ont petit à petit disparu avec le temps. Le Clameg en est un exemple parfait. Fait de granit moins dur, l'ancien volcan a perdu sa forme caractéristique. Mais son sommet nous est resté invisible, gardant le mystère sur ce qu'il se passe là-haut. Le Black Cuine, quant à lui, est un massif beaucoup plus haut et escarpé. À l'aube des temps, Keilik Bir résidait en ce lieu qui n'était alors qu'une plaine. Cette divinité de l'hiver y retenait captive une jeune fille qui était convoitée par le dieu du printemps. Ce dernier fit appel au soleil pour déloger l'hiver. Il envoya alors une boule de feu si chaude que la terre se fissura, faisant émerger les montagnes du Black Cuine. Depuis l'hiver n'ose pas y retourner, c'est ainsi que la neige atteint rarement ses sommets. Dans le nord, le volcanisme a aussi marqué l'île avec de nombreux flux de lave. Les roches y dégagent une énergie, comme si la lave était toujours incandescente après ces millions d'années. C'est au pied des imposantes montagnes du Black Cuine que l'eau s'écoule bruyamment. Les Ferrypools sont un ensemble de cascades et piscines naturelles dans lesquelles les fées ont l'habitude de s'y baigner. Elles ont aussi été le théâtre d'affrontements féroces entre les deux clans de Skye. On disait alors que l'eau claire se teintait d'un rouge profond du sang des victimes. La rivière sillonne la tourbière et forme par moments des points d'eau isolés au milieu de l'herbe, sorte de fenêtres entre le ciel et la terre. Si l'arbre de Skye est d'un vert si profond, c'est sûrement grâce aux fées qui y dansent constamment. Mais danser avec elle a un coût. Le temps se perd. Une heure dans le monde féerique représente alors un an dans le monde des humains. Les plaines de l'île sont principalement des tourbières, un sol très humide dans lequel la matière organique s'accumule sans pour autant se décomposer. Cela en fait d'excellents pièges à carbone, mais surtout d'étonnants paysages. La palette de verre change d'un endroit à l'autre, mais aussi selon le va-et-vient des bas nuages qui balayent constamment l'île. Il y a cependant quelques arbres sur Skye. Avant l'intervention de l'homme, la grande forêt calédonienne couvrait une grosse partie de l'Écosse. Elle aurait été aussi le théâtre de la bataille de Côte Kélidon, l'une des 12 menées par le légendaire roi Arthur. Aujourd'hui subsistent quelques arbres ici et là, dont certains dépérissent, se blanchissent, tels des squelettes, marquant à tout jamais le paysage de leur présence fantomatique. Il semblerait que l'île m'ait déjà envoûté.
Toujours à observer, je m'étonne constamment de ces paysages, de ces scènes dramatiques, de cette lumière si particulière. Je commence aussi à sentir qu'il y a un aspect en plus, comme une sorte de magie qui imprègne mes pellicules. Mais il me faut encore aiguiser mon œil. Le temps est peut-être alors à la contemplation, écoutant silencieusement le vent siffler au loin, dans les logs éclairés par la lumière de fin de journée. De retour dans notre petite cabane au bord du loch Isort, j'en profite alors pour me reposer et m'instruire sur l'histoire de l'île. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà partis en exploration dans la ville principale de l'île, pour enfin y découvrir la culture locale. Portree, c'est l'une des 2 villes principales de l'île de Skye. C'est un port tout à fait sympa. On voit au fond que ça s'ouvre un peu sur des falaises qui donnent, en fait, c'est la fin d'un loch. C'est assez sympa de voir un peu plus de culture, parce que là on a fait beaucoup de côté un peu plus nature. Là on est vraiment dans quelque chose de plus culturel. On a des belles petites maisons en bas. On a la pluie qui arrive sur mon visage aussi, ça c'est très agréable. En tout cas ça change tout le temps, hein, comme je vous l'ai dit, le temps à Skye. Mais c'est sympa, on a eu les bateaux en bas, on a eu des gens, on a un petit garçon en bas qui fait de l'accordéon. C'est très sympa comme culture en fait à voir. Et voilà, et puis on va tranquillement aller s'abriter. En voyant ces petites maisons éparses dans le paysage, j'envie les personnes qui ont la chance, chaque jour, de se réveiller devant ce magnifique tableau. Les Fiends, sortes de géants, ont été les premiers habitants de Skye. Quant aux hommes, ils arrivèrent bien après, au Mésolithique. Depuis, l'île n'a jamais vraiment été très peuplée. Elle a cependant toujours connu une histoire riche et variée, au gré des invasions successives des Celtes, des Norvégiens et finalement des Écossais. C'est étonnamment sur presque toute la côte que l'on retrouve une maison, un port, un pont, qui s'intègrent parfaitement dans le paysage. Ces éléments sont subtils, petits, en harmonie avec la nature environnante, nous rappelant bien qu'ici, c'est cette dernière qui dicte les règles. C'est surtout l'échelle entre ces constructions humaines et ces monuments naturels qui m'impressionnent, appuyant encore une fois l'humilité nécessaire face à ces lieux. En se dirigeant au nord de l'île, la magie se fait ressentir de plus en plus. Nous voici dans les immenses plaines verdoyantes de Trotternish. Là on est au nord de l'île de Skye, c'est une partie beaucoup plus plate, malgré qu'il y ait quand même des falaises au loin. C'est beaucoup plus paisible, l'atmosphère est, je sais pas, plus calme. On a toujours un constant vent qui vient faire du bruit dans les feuilles, dans les herbes. C'est des grandes étendues, des grandes steppes. C'est magnifique, et il y a des petites maisons, des petits cottages de temps en temps. Et on voit toujours la mer au loin par moment, les nuages sont magnifiques. Un endroit beaucoup plus calme, et ça fait vraiment du bien. Le paysage prend un aspect surréaliste, et pourtant bien sous nos yeux, comme si notre vision elle-même était enchantée par ces lieux. Un fantôme hante le nord de Skye. Ce chef d'une bande de voleurs, avide de richesse, avait pactisé avec le diable. Si toute sa bande de malfrats finit en enfer suite au pacte, ce dernier ayant un jour fait une bonne action, fut refusé de l'enfer comme du paradis, le laissant errer sans but dans les plaines verdoyantes du nord.
Sur la côte, tout un nouveau monde s'offre à nous. Au loin, on aperçoit Lewis et Harris, les îles des Hébrides extérieures, d'autres mondes lointains encore remplis de nouveaux mystères. Plus près, on y retrouve l'îlot de Fladat Chain, comme figé dans le temps, aussi immuable que les roches qui le composent. C'est le lieu de la jeunesse éternelle, où le soleil ne se couche jamais. C'est muni de cet émerveillement, de cette nouvelle vision, que je découvre toute la richesse de ce lieu, entre les petites scènes de vie ou les paysages qui me font perdre la notion du temps. Il suffit alors de se laisser aller, d'explorer ce nouveau monde féerique et de déclencher quand l'envie me prend. C'est dans cette atmosphère presque irréelle, teintée de magie, que je regarde et je m'imprègne une dernière fois de ce lieu hors du temps. Le cœur rempli d'émerveillement, d'admiration. Je pense avoir imprégné mes images de ces émotions, mais aussi d'avoir ramené avec moi un peu de la magie qui enchante ce lieu.